Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que le lien s'est bien opéré et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette table ronde qui va traiter de confort d'été et d'enveloppe. Comme vous le savez déjà sûrement, le confort d'été se pose aujourd'hui comme l'un des grands défis du XXIe siècle auxquels les professionnels du bâtiment doivent répondre. Il est de notre devoir de concevoir des projets pérennes dans le temps et qui seront compatibles avec les futures évolutions climatiques. Dans cette table ronde seront abordés 4 points. Le premier, ce sont donc les fondamentaux de cette stratégie de gestion du confort d'été. Donc le confort, c'est quoi? Quels sont ses indicateurs? Donc les éléments de langage, du vocabulaire et les conditions à réunir. Et c'est Jean-Baptiste Compin du bureau d'études IMAE qui se chargera d'éclaircir, de défricher un certain nombre de sujets. Dans un deuxième temps, je me permettrai de faire un zoom très rapide sur le bâti ancien. Comment fonctionne-t-il? Donc le bâti ancien d'avant 1948 ou 45. Comment fonctionne-t-il et en quoi est-il pertinent tant qu'il n'est pas perturbé, évidemment, par une transformation qui ne le comprenne pas. Ensuite, seront développées et présentées plusieurs expériences et retour sur des bâtiments passifs. Donc, on change de typologie et de performance d'époque avec des bâtiments passifs. Et Monsieur Enguerrand de Solares Bowen, bureau d'études à Strasbourg, se chargera de vous préciser ces retours de mesures. Et puis, on finira l'après-midi sur une présentation très précise et très érudite et très intéressante, un zoom sur la terre crue, le confort d'été et les matériaux bio ou géosourcés avec Arnaud Évrard. J'ai oublié de me présenter, donc François Lierman, je suis architecte installé en Alsace, une petite agence d'architecture où nous faisons essentiellement de la rénovation. Et depuis quelques mois, j'ai la chance et l'honneur de représenter les architectes du Grand Est en tant que président de l'ordre. Alors, la réflexion autour du confort d'été s'intensifie dans le contexte d'adaptation au changement climatique. On l'a entendu depuis 2 jours très largement. Et l'accès à des températures modérées en été ne doit pas être assimilé à du confort, mais bien à une nécessité vitale pour l'humain et pour son environnement. Une bonne conception de l'enveloppe et son entretien en cas de rénovation est également primordial. L'installation des systèmes performants ne peuvent être envisagées qu'après la conception d'une enveloppe intelligente ou de sa rénovation. On a beaucoup parlé dans ce colloque de rénovation, de confort un petit peu, d'intelligence constructive surtout, et je pense qu'il va falloir continuer en ce sens-là. Alors, vous verrez également dans ces quelques retours que les solutions sont finalement simples, voire déjà existantes, mais pour la plupart, elles sont à redécouvrir. Et donc, je pense qu'on va commencer par des fondamentaux et partager cette voie de progrès également. Pour ce faire, je propose d'accueillir Jean-Baptiste Compin. Jean-Baptiste, si vous voulez partager votre écran pour lancer votre PowerPoint. Jean-Baptiste est thermicien et co-gérant du bureau d'études IMAE à Mulhouse. Ce qu'il anime aujourd'hui, c'est de participer à la construction des bâtiments très performants et dans une logique de frugalité avec tout ce que ça comporte. Et surtout de rénover le patrimoine bâti ancien en intégrant les réflexions sur les matériaux locaux, la modularité des espaces et des fonctions, le bioclimatisme et la performance. Jean-Baptiste, à vous. Pour ces fondamentaux, votre micro est allumé, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci François. Je m'excuse par avance pour les éventuels bruits de fond. Je suis dans un bâtiment où il y a un peu de bruit aujourd'hui, mais on va essayer de faire au mieux. Le thème du jour qui m'a été demandé, c'est les bases de confort d'été sur le volet fondamentaux de l'enveloppe. Donc, je vais pas parler de tous les sujets du bâtiment qui peuvent amener au confort, mais des grandes lignes sur l'enveloppe elle-même. Petit slide rapide pour dire qui on est. On est un bureau d'études thermiques basé en Alsace. On fait de la thermique du fluide de l'environnement et puis on est passionné par le sujet du bâtiment ancien notamment. La photo que vous avez en droite, c'est un exemple typique de rénovation qu'on a pu faire qui sont nos locaux à Mulhouse, sur lesquels on a fait de la protection solaire avec ce qu'on pouvait sur du bâti presque historique, avec des choix de vitrage à contrôle solaire, une isolation choisie, de la ventilation, des déstratificateurs d'air. Et au final, on passe les phases de canicule sans inconfort. Et donc, c'est un des exemples finalement simples et sans innovation qui permet de dire qu'on peut faire des choses confortables. Qu'est-ce que le confort? C'est des commodités agréments qui produisent le bien-être matériel.
Pour nous, le confort thermique, c'est être bien dans une boîte qu'on va appeler notre logement, notre bureau ou notre lieu de vie. Et en fonction de là où on est, cette boîte peut prendre différentes formes, un igloo, une maison sur pilotis parce qu'on est sur une zone inondable, une tente simple parce qu'on est nomade, ou juste autour du feu pour avoir chaud quand il fait plus froid. Donc chacun a une vision différente du confort, mais avec des valeurs communes. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on associe ça à une dépendance matérielle, à une boîte. Et donc, à partir de là, on commence déjà à dépenser de l'énergie pour se protéger, pour créer ce confort. Depuis le début de l'humanité, les gens vivent dans des boîtes, plus ou moins grosses, petites, isolées ou pas. On parle de confort d'été, donc je donne des exemples là où il fait très chaud, dans le désert tunisien, pas de climatisation, on arrive à vivre avec 40 degrés. Dans le Mexique, il fait 35, pas de climatisation et on arrive à vivre également. Donc, il y a une notion philosophique sur qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas qui est à discuter également sur ce qu'on vit aujourd'hui en Europe et puis en France et dans le Grand Est notamment. Dans l'histoire, on a toujours adapté les constructions au climat et aux matériaux qu'on avait. C'est les deux composantes qui ont fait l'architecture passée, avec des choses très différentes en fonction de si on est en montagne, en plaine, dans des zones pluvieuses, des zones sèches, des zones où il fait chaud, des zones où il fait très froid l'hiver. Mais on identifie bien cette notion de patrimoine. Le problème, c'est qu'avec l'ère moderne, on est arrivé à une uniformisation des matériaux et des techniques qui sont plus liées à des modes et à des façons de voir la construction vis-à-vis de normes. Et l'exemple là d'une photo de Lille et de Mulhouse, qui est assez flagrante, c'est que même déjà à plus de 100 ans, on construit déjà les choses de la même manière sans se focaliser sur le climat. Encore plus sur les permis de construire déposés, ça c'est des permis de l'an dernier, Rennes, Mulhouse, Marseille, Toulouse. C'est exactement les mêmes boîtes qui sont construites, à quelques différences près de typologie de garde-corps ou de finition de façade. Mais donc l'appréhension du confort d'été n'est pas du tout la même pour moi à Marseille ou à Mulhouse ou à Rennes, mais pourtant dans l'architecture aujourd'hui c'est ce qui est fait. Donc il y a une vraie question à se poser sur ce qu'on construit aujourd'hui pour demain. La grosse difficulté qu'on a par rapport à la zone marseillaise où il fait tout le temps chaud, c'est que quand on est dans le Grand Est, on vit un climat continental. Et le climat continental, c'est un delta entre l'hiver et l'été de 50 degrés. Donc ça veut dire des températures très chaudes en été, des températures très froides en hiver. Donc les bâtiments qu'on doit créer ne sont pas soit des bâtiments adaptés au chaud, soit des bâtiments adaptés au froid, c'est des caméléons qui doivent permettre de passer toutes les saisons avec confort. Et donc ça, c'est la vraie problématique qu'on a aujourd'hui dans le Grand Est, c'est qu'on ne sait plus vraiment sur quel pied danser et on doit chercher un compromis entre hiver et été. S'ajoute à ça un contexte qui est celui que tout le monde connaît. On doit faire chuter de 3 à 4 nos consommations d'énergie, 60% de réduction des émissions de CO2 d'ici 2050, si on ne veut pas faire une catastrophe pour nos enfants. Donc, va falloir éviter de consommer pour rien. Donc, la climatisation n'est pas une solution parce que climatisation, ça veut dire matériel, avec de l'électronique, avec des fluides frigorigènes qui aujourd'hui ne sont pas prêts à être performants d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions que la climatisation pour répondre à ce besoin de rafraîchissement ou ce besoin de confort supplémentaire. La première chose, c'est de limiter la température extérieure. Donc, comment limiter la température extérieure ? C'est plantation, c'est effet d'îlot de chaleur à supprimer, et puis apprendre à avoir un peu plus chaud également. Dans les projets existants, comment ça peut se traduire ? Parce qu'en fait, souvent on se pose la question sur le neuf, et le neuf c'est 1% par an des projets. En fait, il y a plusieurs pistes de réflexion à mener. STD veut dire simulation thermique dynamique. Donc déjà, il faut concevoir un bâtiment, concevoir une rénovation avec des simulations paramétriques. On va pouvoir voir si on réduit ou pas la surface vitrée, par exemple, ce que ça va donner en termes de confort et de réduction des consommations de chaleur ou pas. Pour l'isolation thermique, une vraie question, on va l'aborder après, sur est-ce que l'isolation intérieure est une solution ou pas. Il faut apporter du déphasage aux parois qui n'en ont pas. Il faut choisir des vitrages très performants. Choisir des protections solaires, ventiler, faire bouger l'air intérieur, parce que quand on fait bouger l'air, on crée du confort, planter le plus possible, éviter d'importer de la chaleur dans les locaux, donc ça c'est via la ventilation et via des erreurs de ventilation naturelle,
Et surtout, les freins aujourd'hui qu'on a, c'est des réflexes des années 80-90 d'architecture où on ne se posait pas ces questions. Et donc, on survitre, on ne choisit pas les matériaux de manière très adaptée. Petit zoom sur le sujet isolation intérieure, isolation extérieure. À droite, vous avez un mur en parpaing, à gauche, un mur en briques qui fait 50 cm, donc un mur de bâtiment haussmannien. Et puis, tout en haut, la version où je dis un mur non isolé. On s'aperçoit que sur le mur en parpaing, la température en été, elle varie beaucoup dans le mur en fonction de la température extérieure. Alors que dans le mur en briques, beaucoup moins, c'est lié à la performance du mur et à son épaisseur. À partir du moment où on isole par l'extérieur, la température dans le mur est constante. Donc finalement, un mur isolé par l'extérieur sera sûrement plus facile à maintenir en température fraîche. Et quand on est en isolation intérieure, on s'aperçoit que notamment sur le mur en parpaing, la température bouge, y compris dans l'isolant. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de faire du confort d'été, même en isolation intérieure avec des murs anciens, que dans les murs en parpaing. Et donc ce mur en parpaing ou en mur léger va être celui sur lequel il va falloir focaliser les attentions parce que c'est lui qui va nous créer des problèmes. Et finalement, chaque solution a un avantage-inconvénient et il va falloir trouver la meilleure piste pour chaque projet. Donc j'ai pas de solution universelle à vous donner, même si on a des idées ou des pistes de réflexion. En termes de vitrage, aujourd'hui, on a des choix de vitrage énormes. Quand vous prenez la Bible de la plupart des fabricants, c'est une Bible qui fait ça d'épaisseur, avec des caractéristiques pour chaque type de verre. Ce qui compte pour nous, c'est le U pour la performance en hiver, et c'est le facteur G pour les apports solaires en hiver, mais c'est aussi le facteur G pour les apports solaires en été. Et donc, à partir du moment où un bâtiment risque d'avoir des problématiques de confort d'été, on va choisir des facteurs solaires plus faibles. Et donc, on va travailler avec des vitrages, ce qu'on appelle à contrôle solaire, notamment sur les portes sur lesquelles on peut pas mettre de protection solaire mécanique telle des BSO ou des stores parce qu'on veut sortir par cette porte. Et on s'aperçoit par exemple que sur le vitrage qui est en bas à droite, on arrive à descendre à des facteurs solaires de 21%, comparé à un double vitrage classique qui a un facteur solaire à plus de 60%. Donc on divise par 3 les apports solaires dans le bâtiment, ce qui peut être une des solutions fortes d'amélioration du confort sans en changer l'architecture. Des exemples de projets de rénovation qu'on a pu faire, c'est la médiathèque de Kaysersberg. On a réduit de 30% les surfaces vitrées sud en créant des murs ossature bois isolés. Pour réduire ces surfaces vitrées, créer des parois isolées, créer des parois qui sont moins chères que le vitrage. Et ça nous a également permis de créer de l'agrément. Donc, par exemple, dans la salle de l'étage, ça nous a permis de créer une allège. Et cette allège a permis de mettre des radiateurs qui étaient très mal positionnés avant, qui faisaient perdre de la place pour mettre des étagères de livres. Et ça nous a permis de créer une banquette en même temps. Donc, les projets de rénovation énergétique et d'amélioration du confort peuvent aussi créer de l'agrément et de la fonctionnalité. Un autre exemple de dossier en cours d'étude, c'est une réduction de surface vitrée sur un mur rideau sud. Sur une globalité de bâtiment, on a à peu près 30% de réduction, mais sur ce mur-là, on a 60% de réduction de surface vitrée. Et l'éclairement reste conforme aux attentes que peut en avoir le client vis-à-vis des usages normaux. Un autre sujet, c'est quand on fait des rénovations de toiture, il y a une erreur à ne pas faire, c'est sous-dimensionner la lame d'air et les ventilations de toiture. Parce qu'en fait, une des zones les plus chaudes du bâtiment, c'est les combles ou le dernier étage. Et finalement, juste de doubler le nombre de sorties d'air et les sections d'entrée d'air en pied de toiture, de mettre des faîtages ventilés et d'augmenter les épaisseurs de lames d'air permet de réduire drastiquement les températures qui vont arriver dans le bâtiment, dans le comble. Ça coûte rien ou quasiment rien. Très facile à faire et apporte beaucoup de confort. Un autre sujet, c'est comment ne pas faire entrer la chaleur. C'est mettre des protections solaires. Je laisserai François en parler tout à l'heure. Il y a des volets roulants, des Storaban. Il y a des milliers de solutions. Éviter les tuiles noires, ça c'est le plus compliqué pour nous aujourd'hui à gérer. C'est toute cette mode de la toiture noire sur la maison individuelle qui est catastrophe à rénover après. Mettre en place des brassades d'air et des ventilations double flux. Ensuite, quand on vise l'isolation thermique, on essaye de viser des isolations avec un fort déphasage, le but étant de décaler le moment où la chaleur va rentrer dans les locaux. Et donc ça, c'est les matériaux principalement en fibre végétale qui vont permettre de le gérer. De nouveau, sur les exemples sur les façades noires, c'est vraiment notre ennemi aujourd'hui sur les bâtiments où on a des problèmes de confort d'été. Ça nous oblige finalement, si on veut une façade noire, à compenser par une très forte épaisseur d'isolation avec des isolants chers. Pour les projets neufs, le sujet n'est pas plus simple, mais il est un peu plus simple, tout simplement parce que la RE 2020 commence à intégrer une notion de confort d'été un peu mieux valorisée.
Aujourd'hui, on a quand même plus de possibilités en termes architecturales parce qu'on travaille sur une feuille blanche. Donc, j'ai envie de dire, on arrive à faire des choses. Si on veut faire du froid passif, on peut ajouter des solutions telles que la ventilation avec une batterie adiabatique. Le seul problème pour nous aujourd'hui, c'est les projets qui vont trop vite et une réflexion mal organisée. On veut répondre à un dossier de subvention, répondre à une labellisation de performance. Et le sujet du choix des vitrages, par exemple, est souvent mal fait. Une des grosses pistes, et c'est celle qui a étudié le plus, c'est la végétalisation. Les plantes grimpantes, les arbres à feuilles caduques, est-ce qu'on met des pots avec des plantes qu'on peut déplacer? Tout ça, c'est des sujets qu'il faut travailler. Il faut intégrer des paysagistes dans les projets. On ne les voit pas assez, notamment sur les petits projets. Et souvent, les petits projets sont les plus inconfortables. Donc, attention à intégrer des paysagistes ou avoir des compétences sur le sujet. Pour ce qui est de la protection solaire passive, on peut faire énormément de choses. On n'est pas directement lié à des BSO ou à des systèmes mécanisés. Au sud notamment, on arrive à faire de la protection solaire avec des débords de toiture, des casquettes, sans avoir de système mobile. Les allèges de fenêtres sont nos alliés parce que le débord de toiture va protéger le haut de la fenêtre, mais pas le bas de la fenêtre, ou alors il faut un très grand débord qui va être pénalisant pour les apports solaires d'hiver. Donc le thermicien a tendance à favoriser les allèges de fenêtres. Le seul sujet qui est vraiment très compliqué, c'est les protections de fenêtres à l'ouest, parce qu'on est limité à des solutions de protection verticale ou à des BSO, donc des systèmes qui sont chers, qui ne sont pas forcément toujours très esthétiques. Donc la seule solution pour nous, c'est de maîtriser les vitrages à l'ouest de manière très importante et de planter ces façades-là. Dans les projets de rénovation, on peut encore planter, on peut faire grimper des plantes. Il y a des tas de choses. Mais globalement, dans les immeubles, les étages bas sont souvent les plus confortables, les étages hauts les plus inconfortables. Et donc, c'est isolation de toiture, isolation des façades, changer les fenêtres, mettre des brasseurs d'air, des ventilations double flux. La plantation, on voit sur l'immeuble qui est à côté, c'est un R+14, il fait 40 mètres et l'arbre monte jusqu'en haut. Donc, on arrive à faire des choses même avec du végétal. Par contre, il faut compter les années pour le faire. En conclusion, toutes les solutions techniques qu'on va ajouter au bâtiment pour rafraîchir vont coûter. Donc, il faut réfléchir à du passif, à de l'intégrer dans le projet et pas à ajouter pas des verrues, mais des éléments ajoutés sur le bâtiment. Il faut retenir que toutes les solutions autres que la clim, l'adiabatique, la ventilation double flux, les brasseurs, ont des capacités limitées. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas laisser des apports internes tourner plein pot. On ne peut pas ouvrir des fenêtres quand il fait pleine chaleur. Donc, il faut y faire attention. Et pour tout projet, intégrer de l'attente pour les futurs systèmes. C'est-à-dire que même si on n'a pas l'argent pour mettre le système technique aujourd'hui, c'est pas mal de garder de la place autour des CTA parce que les CTA évoluent dans le temps et on peut faire des choses. Et on est capable d'améliorer les choses dans le futur si on n'est pas capable de les faire aujourd'hui. J'ai essayé de faire efficace. Je pense que je suis dans les temps. Je laisse la place au suivant. Si vous avez des questions, je reste disponible. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Je regarde rapidement le chat s'il y a des questions. Je te les poserai tout à l'heure le temps que je les ingurgite. Il y a effectivement déjà des premières questions. Donc laissez-moi juste le temps de continuer. Je prendrai le temps de vous les reformuler tout de suite après. Donc, merci de nous avoir éclairé sur ces points de vigilance. J'en profite pour faire une incartade, un petit focus à ma façon, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire une lecture rapide et très personnelle sur les capacités du bâti ancien. C'était dans le titre, mais en tout cas, le bâti ancien, c'est, en gros, en France, on dit que c'est à peu près 30% du patrimoine. À la campagne, c'est certainement 95% du patrimoine qui nous entoure. Donc c'est ce qu'on qualifie de traditionnel, ou plutôt vernaculaire, si on reprend un terme qui est plutôt intéressant et plus porteur, plus évident, et plus en lien avec la communauté, le terroir et la mémoire finalement du lieu. Donc le vernaculaire, on en reparlera tout à l'heure. Je propose de le regarder au regard des composants du confort d'été et tout ça en 10 minutes. Et en même temps, j'essaye de regarder mon écran pour lancer le PowerPoint. C'est pas évident. On a 2 yeux, mais ça marche pas si facilement que ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez le diaporama? C'est parfait. Merci à vous. Donc, je dirais quelque part top chrono, confort d'été et bâti ancien en 10 minutes. Donc, en introduction,
On peut déjà avancer un tout petit peu sans trop se mouiller et rappeler finalement on connaît très peu notre bâti ancien où qu'on l'on soit, malgré le fait qu'on le côtoie tous les jours, que ce soit en ville ou à la campagne. Donc comment est-il construit, comment il fonctionne et quels défauts, comment aborder sa mutation. Bien souvent les analyses qu'on en fait, voire les compétences qui font les analyses ou les envies de bien faire font cruellement défaut. Toutes ces questions sont à résoudre de façon assez complémentaire par les différents acteurs du bâtiment, qu'ils soient donc des professionnels, maîtres d'œuvre, artisans, les propriétaires très souvent qui pensent connaître leur bâtiment, et puis les gestionnaires qui sont plutôt éloignés de leur bâtiment lorsqu'il s'agit de programmer une rénovation. Donc il y a une mise en commun des compétences qui est certainement nécessaire pour aborder le mieux possible ce type de bâtiment. Et la question donc du confort d'été qui nous réunit aujourd'hui n'y échappe pas. C'est justement sur ce point qu'on va pouvoir regarder le bâti ancien autrement, car il est finalement plutôt inspirant de ce côté-là, et notamment on mettra en regard de ce que vient de dire Jean-Baptiste et ce que dira certainement Marceau, voire Arnaud. Donc comment on plaque finalement des trucs, des éléments constructifs qui ont un rôle absolument efficace. Donc il s'agit pour moi de réapprendre, reconsidérer, réinventer, puisque c'est quelque part par rapport au bâti qui se construit de manière massive aujourd'hui, les quelques slides qu'a passé Jean-Baptiste expriment bien cette uniformisation des gros ensembles qu'on n'arrive plus à situer dans leur contexte ou dans leur microclimat. En tout cas, réinventer la façon de construire, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau vernaculaire, et ce type de conception en route vers la transition écologique. Donc, je vais rapidement vous rappeler les composantes du bâti ancien, les usages éventuellement des différents éléments qui le constituent, les limites qu'on peut atteindre également dans ce type de bâti, et reconnaître finalement pourquoi le bâti ancien est entre guillemets cool. Voilà. Et puis, on va quand même parler finalement de points de vigilance de tout ça. En 10 thèmes. Donc, le premier thème, c'est déjà éventuellement de parler de la bioclimatique, donc qui est une façon d'aborder le bâtiment qui doit être universelle. Tout est bioclimatique. Tous les bâtiments baignent dans un milieu climatique tout à fait particulier et l'enveloppe fera tout simplement la différence entre deux climats, un climat intérieur qu'on espère le plus confortable possible et un climat extérieur qui varie en fonction des saisons et en fonction du type de bâtiment. La gestion des orientations, je prends par exemple un corps de ferme. Donc, ce sont des exemples de chez nous. Donc, la question, c'est toujours de décliner de région en région, mais une ferme, c'est un process et qui a été construit selon certaines logiques de travail dans un premier temps, mais des fois aussi, et très souvent, une logique de climat et de gestion de microclimat. Donc, la première chose qui exprime le climat, c'est déjà des fondamentaux. On est toujours aux fondamentaux, c'est la course du soleil. Vous connaissez certainement tous les diagrammes de trajectoire du soleil, mais j'interroge souvent mes étudiants pour leur demander, mais vous savez à quoi ça sert? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous savez que le soleil il bouge dans le ciel et comment il fonctionne et comment donc du coup il va solariser notre bâtiment et notamment les baies vitrées. Donc, c'est déjà très inspirant de comprendre cette chose-là et de se mettre en contexte avec la course du soleil en toute saison. Si on prend celui du confort d'été, il est simplement facile de repérer que le soleil monte haut dans le ciel à midi en été et qu'il sera très bas et très tôt et très tard le soir, bas dans le ciel, donc c'est-à-dire assez pénétrant sur le bâtiment, sur les orientations sud-est, sud et nord-ouest. Donc, par rapport à cette exposition solaire potentielle, se pose la question de quels sont les masques, quelles sont donc les façons de toucher les façades et notamment les zones habitées de ces ensembles fermiers. Il y a les zones de travail qu'on va appeler des zones non chauffées, dont on ne va pas chercher le confort, mais par contre, il y a la maison. Et une petite étude qui avait été menée pour rechercher dans les villages, en fait, comment sont constituées et positionnées ces fermes. Donc, si vous voyez cette petite image, ici en vert, c'est la maison d'habitation, justement, et donc le nord est bien vers le haut. On considère que l'ensemble bâti, alors c'est pas toujours le cas, mais on retrouvera des petits réflexes en tout cas. Et en tout cas, la maison qui est chauffée et habitée, elle est bien plein sud dans un premier temps, avec un masque suffisamment éloigné constitué par les premières dépendances en face.
Donc le soleil d'hiver passe par-dessus le toit de la dépendance. La grande grange qui est ici protège des vents dominants de l'ouest. Deuxième chose, puisque la cour est aussi un espace de travail pour travailler le grain, etc. Donc, bien sûr, s'il y a un peu de vent dedans, ce sera plus difficile à aborder. Et les vents d'hiver plein nord sont protégés par la maison d'à côté, et ainsi de suite. Donc, on peut regarder déjà l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres et par rapport à leur fonction dans ce microclimat qui est le nôtre. Bien sûr, les vents et puis les sources de bruit pourront également faire l'objet d'une attention tout à fait particulière. Quand on parlera tout à l'heure de ventilation, c'est vrai que ouvrir ou traiter des ouvrants sur une zone très bruyante posera un autre problème. Donc, on est dans une considération légèrement différente. Donc, regardez bien la position des bâtiments lorsque vous intervenez sur un bâti existant. Deuxième petite image, les typologies, le thème 2, les typologies, et la notion de compacité, de forme, finalement, de cet espace, une fois de plus, de celui qui doit être chauffé, habité. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire sur cette image? Donc, déjà, ce que je viens de dire, et puis, la compacité, c'est aussi un ratio entre les surfaces de façade qui donnent sur l'extérieur et les surfaces habitées, les surfaces habitables. Ici, la partie habitée, finalement, c'est juste ce rectangle. Qu'est-ce qu'on peut repérer aussi? C'est donc tout le reste sont des espaces tampons qui viennent protéger finalement des chocs thermiques la partie que l'on habite. Donc des extensions des appentis et un comble qui s'appelle un grenier. Donc en couple, on le voit très bien. Voilà, les espaces en bleu sont des espaces dits tampons et au milieu, on habite. Ensuite, il y a toute la déclinaison des bords de toiture qui protègent bien sûr les matériaux, on verra ça tout à l'heure, mais qui forment aussi des brise soleil en été, lorsque le soleil est haut. Donc petits éléments décoratifs, on va dire, qui marchent très très bien de façon passive et de 4 saisons. Pour les éléments liquides, ça marche très très bien également. Et puis les proportions de vitrage qui sont assez intéressantes à regarder. Très souvent, si vous faites l'effort, on le voit aussi sur le bâti existant d'après-guerre, très souvent on est à ce fameux 6e qu'on nous regargarise aujourd'hui avec les réglementations thermiques, et souvent ça fonctionne. Dans les fermes plus anciennes, le vitrage étant cher et fragile, ils sont souvent en deçà, mais dans le bâti existant d'après-guerre, c'est souvent exactement le 6e, et ça rend les bâtiments plutôt polyvalents, les espaces plutôt très polyvalents en termes d'usage. Donc, ces espaces tampons, on les retrouvera sur différentes typologies. Voilà, le grenier est fait pour ça. Donc, on pourra s'interroger sur l'usage. Aujourd'hui, on a envie d'habiter ces espaces-là, et donc on va vivre plus proche du soleil et plus proche des tuiles. Donc, le sujet qu'abordait Jean-Baptiste tout à l'heure, le rayonnement des tuiles, si elles sont noires en plus, posera donc le problème de la considération de la gestion de la ventilation de l'espace derrière les tuiles. Voilà, regardez bien les toitures, comment elles sont faites, car elles ont une fonction également d'espace tampon. Le sujet 3, l'aération et la ventilation. Donc, on a vu des espaces plutôt compacts et bien entourés d'espaces secondaires. En plan, on peut regarder aussi, on peut vérifier que toutes les pièces disposent de fenêtres et du coup permettent une ventilation traversante. Charge à nous de trouver des plans de logement aujourd'hui où toutes les pièces sont munies d'une fenêtre. Il y a des associations qui militent pour ça, hein, une fenêtre pour chaque WC. Donc allons-y, rejoignez-la. En tout cas, je pense que c'est aussi quelque chose de tout à fait important de revenir à ces préceptes-là, quelle que soit la distance, quelle que soit l'orientation du vent. On peut, pas de vent, on peut générer une petite vitesse d'air qui sera très importante pour considérer le confort estival dans un deuxième temps. Thème 4, la gestion des ouvertures, l'intelligence finalement des vitrages. Jean-Baptiste en a parlé tout à l'heure. Donc ici, vous avez un travail de menuiserie qui est toujours très malin entre la grande ventilation, la petite ventilation, l'intimité, la ventilation en absence ou en présence. Toutes les fenêtres permettent d'avoir ces différentes gestions. Je dis pas que les fenêtres d'aujourd'hui ne sont pas intelligentes, mais on peut s'inspirer de menuiseries plus efficaces, avec des modinatures plus riches, et surtout en cas de réhabilitation, de ne pas, pour des questions souvent économiques, ignorer ou ne plus permettre ce genre d'usage.
Cinquième point, le contexte. Regardez un tout petit peu le sol et la végétation, la présence de la végétation. Donc souvent, la végétation concourait à cette protection, on va dire bioclimatique, faire de l'ombre en été dans la majorité des espaces qui seront plutôt à protéger les espaces vécus ou les bancs, tout simplement, pour la fin de journée, pour se reposer un petit peu. Et puis, toujours d'une végétation également vivrière, fruitière, et qui protège et qui gère l'eau. Donc, la végétation est active ou passive, comme vous le voulez, mais en tout cas, certaines essences, que ce soit des glycines, toutes sortes de grimpants caducs, très souvent, avec des formes, des feuilles caduques, permettent justement d'absorber tous ces chocs thermiques. Aujourd'hui, ça a été dit par Jean-Baptiste encore, la végétation doit avoir un rôle extrêmement puissant dans ce cadre-là, et notamment la qualité des sols, notamment à travers l'albédo, la réverbération que les sols vont pouvoir avoir ou non. Donc un sol plutôt meuble, plutôt en terre, plutôt clair, se comportera beaucoup mieux au moment des épisodes caniculaires ou tout simplement chauds. La maçonnerie également aura cette réaction-là. Donc, travailler dans les bonnes orientations avec de la végétation et la gestion de l'eau pour mélanger et humidifier l'air permettra de créer un microclimat en pied de façade qui sera tout à fait propice à la ventilation naturelle ou tout simplement à la déambulation. Ensuite, la question des matériaux, le rôle des matériaux, différents matériaux. Donc, on travaille, on rencontrera dans le bâti ancien toujours les mêmes matériaux génériques, que ce soit la pierre, le bois, la terre, le torchis, les enduits, la terre cuite ou de la terre crue. Chacun de ces matériaux-là est utilisé à meilleur escient. Donc, on comprend bien la notion de soubassement, la notion de rupture capillaire, de structure, de remplissage, de décorum, et puis de charpente, bois en l'occurrence majoritairement à cette époque-là, ou essentiellement, mais toujours ventilé. Donc, se posera à nouveau la question de nos rénovations où on remplit les volumes et on va emballer d'une certaine manière ces matériaux plutôt sensibles. Et donc, comment utiliser les matériaux pour ce qu'ils savent faire le mieux. Donc là encore, on est sur une stratégie de choix et qui finalement fabrique architecture et patrimoine. On verra aussi au-delà du rôle, le travail des artisans. Ce qui est très important aussi, c'est de travailler en parfaite cohérence avec le savoir-faire d'artisans. Donc là, ici, on voit vraiment des corps de métier qui s'expriment sur une façade, ce qu'on a beaucoup plus de mal à voir aujourd'hui sur les productions contemporaines. Cette richesse culturelle paraît tout à fait intéressante à entretenir. Toujours les matériaux, donc chaque corps de métier a une fonction finalement. Chaque élément de construction, de constitution du bâti ancien a une fonction tout à fait particulière, la protection, la tenue, la structure ou la gestion de l'eau. Ensuite, ces matériaux, justement, et on le verra en fin d'après-midi, je les considère comme des organismes. Ils sont vivants. Ils vieillissent comme tout le monde et se transforment en fonction des stimuli qu'ils vont pouvoir vivre tout au long de leur existence. Donc, on travaille toujours avec ces matériaux, donc de BTP, bois terre paille généralement, et qui vont créer aux bons endroits, au bon moment, la notion d'inertie qui sera développée un peu plus tard, ce stock de calories ou de frigories qui sera absolument nécessaire de conserver, avec laquelle il va falloir jouer. On verra les points qui marchent, les points qui marchent moins bien, en fonction de cette inertie dans les bâtiments plus contemporains qui seront développés par Marceau un peu plus tard. Voilà, on est vraiment dans cette architecture de détail, donc très important de soigner ces détails parce qu'on comprend du coup les phénomènes de physique des matériaux. Et aujourd'hui, on dit l'architecture de l'odeur, puisque ces matériaux-là ont aussi une odeur et les matériaux naturels évoquent autre chose. Ensuite, pour être tout à fait honnête, il y a aussi beaucoup de défauts dans le bâti ancien, donc on peut se retrouver avec des bâtiments dans un état certainement pas original, qui ont été transformés plusieurs fois et qui vont comporter un certain nombre de défauts. On peut parler de performance thermique faible, mais elle est assez controversée, mais en fait, il s'agit de rentrer dans la physique des matériaux qui sera expliquée tout à l'heure pour comprendre pourquoi il y a un ressenti qui n'est pas forcément celui d'un bâtiment non isolé.
Il y a des problèmes d'étanchéité à l'air quand même. Quand on va travailler sur la performance ou sur le confort d'été, un bâtiment non étanche à l'air sera aussi un bâtiment plus facilement inconfortable en été. Donc la diversité des éléments qui constituent ces bâtiments-là va poser un certain problème technique ou de diagnostic et donc d'intervention par la suite. Et puis la gestion, bien sûr, de la perspiration qui devra toujours être le cas, même si les murs sont assez hétérogènes en constitution. On voit par exemple sur cette image-là où il faudrait tout sortir évidemment, mais on peut des fois conserver, tout n'est pas dans cet état-là. On a des remplissages de miroirs qui sont une fois en briques, une fois des briques modernes, une fois des briques anciennes, le reste est encore en torchis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde? Le principe étant de garder le tout, mais il va falloir développer des prescriptions tout à fait particulière, élément par élément, ce qui devient un peu de la dentelle. Et surtout, bien vérifier que les interventions dans l'histoire, souvent hasardeuses, on voit ici des éléments qui ont été surbâtis, des fenêtres qui ont été recréées à des endroits pas forcément idéaux. Savoir lire tout ça pour bien corriger la chose et peut-être revérifier la solarisation des bâtiments. Ensuite, il y a le changement du climat. Donc, on ne va pas vous refaire ces images que vous connaissez par cœur. Le changement de climat entre la ville, évidemment, qui sera beaucoup plus sensible, beaucoup plus vite atteinte par le problème d'inconfort d'été, et puis ce qu'on peut vivre à la campagne. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, ça a déjà été dit préalablement. C'est plutôt la qualité des sols, la présence d'ombre, de végétaux et d'humidité qui fait qu'on peut avoir un microclimat local plus favorable. Mais tout ça va augmenter. Donc le paradigme, c'est aujourd'hui, c'est de comment on fabrique le confort de l'humain en toute chose, mais on peut élargir ça à l'ensemble du vivant, excusez-moi. Comment on va anticiper à fabriquer les conditions de confort qui ne sont pas que celles de la température, mais aussi de l'hygrométrie, de la vitesse du vent, etc. On pourra certainement adapter notre côté vestimentaire, mais pas trop non plus. Donc après, pour finir, l'architectonique de ces transformations, un certain nombre de travaux et de projets ont déjà eu lieu. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette rénovation globale doit intégrer tous ces éléments de connaissance et comment on va se protéger, comment on va se mettre à l'ombre et finalement faire participer des espaces qui n'étaient pas prévus pour ça, pour contribuer à notre confort. Donc, aucun problème pour fabriquer de la lumière là où il n'y en a pas, du confort là où il n'y en avait pas, de la performance énergétique là où il n'y en avait pas. En tout cas, c'est bel et bien le sujet qui doit nous porter demain et la façon d'intervenir sur le bâti ancien sera prioritaire vu la quantité du parc qui est devant nous. J'en ai fini. J'espère avoir été à peu près clair. On va passer directement, ou peut-être de manière assez violente, comme j'ai dit tout à l'heure, à un autre type de bâti, celui des bâtiments passifs. Et à ce sujet, donc, j'accueille Marceau Enguerrand du bureau d'études Solares Bowen, qui est réputé depuis plusieurs années et basé à Strasbourg et à Fribourg historiquement, mais j'ai appris aussi à Saint-Dié et à Besançon depuis peu. Donc bravo pour l'expansion, depuis à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années si je me souviens bien, et qui est bien connu pour tout son travail autour des bâtiments passifs. Marceau, en 2019, aujourd'hui, tu es ingénieur en génie climatique. Récent. Ouais. Tu as un problème, c'est que tu es très très jeune et tu as commencé très tôt ton immersion dans la conception des bâtiments passifs avec ton projet de fin d'études. Donc il y a également une très bonne introduction généralement à un parcours professionnel et tu as établi une REX ou un REX, un rapport expérimental de retour de terrain sur une vingtaine de projets passifs qui ont été soutenus par la région. Et aujourd'hui, tu es expert pour l'appel à projet des bâtiments passifs pour la région Grand Est. Et puis, par ailleurs, dans ton travail d'ingénieur, tu es aussi concepteur de bâtiments passifs. Tu fais autre chose aussi, évidemment, de l'AMO, des études photovoltaïques, des simulations thermodynamiques. Sinon, on n'est pas un parfait ingénieur. Tu vas nous parler de ces campagnes de mesure in situ. Donc, ce qui est intéressant au-delà des modèles
théorique et de calcul, c'est de voir comment les gens le vivent, quelle est la part de l'usager, ça a été dit aussi tout à l'heure, et pour vérifier si l'évolution des températures d'été dans des bâtiments très performants, donc passifs récents, permet de tirer les points de vigilance, en fait, tout simplement, qu'il s'agit de partager pour ne pas faire d'éventuelles bêtises dans la suite. Je vous laisse la parole et puis partagez votre écran. Éclairez-nous sur tous ces sujets-là. Merci Marceau. Merci François pour la très bonne et très complète introduction. Donc comme tu l'as expliqué, je vais parler d'un retour d'expérience qui a été fait en partenariat avec la région Grand Est lors de mon projet de fin d'études. En fait, il s'agit d'un retour d'expérience sur 16 bâtiments passifs qui ont été subventionnés par la région. Ils sont tous exploités depuis plusieurs années. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la région demandait un suivi des consommations énergétiques. Donc, en plus de la présentation sur le confort d'été, vous pourrez retrouver un rapport d'une cinquantaine de pages qui a été toujours fait en collaboration avec la région, qui présente en fait l'ensemble de ces conclusions donc sur le confort d'été et sur les consommations de ces bâtiments. Vous le trouverez donc sur le site de Climaction à l'adresse que j'ai indiquée ici. Alors, pour introduire très rapidement la problématique sur le confort d'été, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on s'attend à des canicules extrêmement fréquentes et d'une intensité encore jamais vue jusqu'à présent d'ici quelques dizaines d'années, même si elles commencent déjà à arriver. Donc, c'est vraiment un sujet fondamental et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de parler des bâtiments passifs puisque, pour les introduire très rapidement, c'est des bâtiments qui sont extrêmement isolés où on maîtrise l'enveloppe et la ventilation ainsi que l'étanchéité à l'air. Donc, on est quand même sur un processus de fabrication et construction assez poussé à l'extrême, hein, clairement, on peut le dire. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans cette typologie de bâtiment où on maîtrise en fait le moindre watt d'émission de chaleur ou au contraire de déperdition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette présentation est basée sur des mesures, parce que c'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité, en plus de ce qu'on peut simuler avec nos modèles. Alors, très rapidement, limite de confort, on va se caler sur 26 degrés. C'est une limite assez arbitraire qui correspond grosso modo à 10% d'insatisfaits. Il faut savoir que pour être plus rigoureux, on aurait pu également parler de confort adaptatif qui dépend donc de l'évolution de la température extérieure. Je vais présenter en fait ce retour d'expérience en deux parties. La première, c'est les bâtiments résidentiels et la deuxième, vous le verrez plus tard, c'est les bâtiments tertiaires. Alors, pourquoi ce choix de séparer ainsi? Ça s'explique tout simplement par une occupation, un usage très différent. Je vous apprends rien, dans les bâtiments résidentiels, les gens sont par définition chez eux et au final, on se retrouve vis-à-vis du confort d'été avec des comportements et une réaction du bâtiment assez différents. C'est-à-dire que dans un logement, on va avoir un effet de groupe assez négligeable. Concrètement, vous êtes chez vous, vous baissez vos volets, vous ouvrez les fenêtres quand il le faut, etc. Vous allez plutôt avoir frais. La gestion du confort d'été dans les appartements voisins va avoir un impact assez mineur sur vous. Et évidemment, ce ne sera pas le cas en tertiaire. Donc, on le verra un peu plus tard. Et également, ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir en concret. Hein. Les utilisateurs sont assez investis. Ils veulent comprendre comment fonctionne leur appartement, leur maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ambiance soit agréable et confortable. Et du coup, ça se traduit par une bonne gestion des systèmes du bâtiment, donc technique ou simplement une ouverture des fenêtres. Et du coup, cette présentation sera basée sur un exemple. C'est un immeuble de 18 appartements situé à Wittenheim, pas loin de Mulhouse. On est sur du logement social avec une structure mixte bois-béton, donc un noyau intérieur en béton pour les planchers et les murs de refend, et des murs en bois et également la toiture, donc mur extérieur et toiture en ossature bois. L'exposition est très favorable puisqu'on est plein sud. Ça a permis notamment de mettre là des balcons, comme vous pouvez le voir, en tant que brise-soleil, en tant que casquette, comme l'a présenté François un peu plus tôt. Et en complément, on a des brises solaires orientables sur les baies vitrées plein sud. Sur les autres orientations, on a des volets battants.
l'objectif là de ce graphique, c'est de vous montrer en fait l'évolution de la température dans ce bâtiment-là. J'ai suivi l'évolution sur 3 appartements, un au rez-de-chaussée, au R+1 et au R+2. L'objectif, en fait, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe en termes d'évolution de température. Est-ce qu'on peut voir des soucis, des défaillances en fait d'utilisation et d'en tirer des conclusions. Alors, déjà, pour qualifier de manière générale le confort, c'est plutôt pas mal. On a un grand maximum à 29 degrés, alors qu'il faisait près de 35 degrés dehors. On aura des appartements, mais globalement, ils sont tous entre 25 et 27 degrés. Donc, c'est vraiment quand même des performances à saluer. Voilà, à titre de comparaison, j'ai mesuré la température dans mon appartement, qui était un appartement neuf, BBC, et même sans tous les efforts du monde, j'ai atteint plus de 30 degrés pendant cette période. Donc, il y a quand même un gain notable. On peut voir qu'il y a quand même une assez bonne sensibilisation et gestion du bâtiment. Il y a 2 erreurs là que j'ai entourées en rouge, et on voit très clairement la conséquence, c'est que la température, elle évolue très rapidement à la hausse, et ensuite, on voit que malheureusement, la nuit, on n'arrive pas à évacuer cette chaleur. Il y a l'inertie du bâtiment qui joue en notre défaveur ici, puisqu'une fois que les calories sont entrées, elles sont difficiles à évacuer. A contrario, en intersaison, on aurait pu voir le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'on voit que dehors, il fait bien plus frais qu'à l'intérieur. Et donc, on voit que les courbes colorées sont supérieures à la courbe en bleu qui représente la température extérieure. Et en fait, c'est dommage parce qu'on aurait pu, pendant cette période un peu plus fraîche, ouvrir les fenêtres, faire descendre la température du bâti, des murs, et jouer en fait avec cette inertie pour être un peu plus frais pendant la période caniculaire. Typiquement, on voit que l'ouverture des fenêtres, elle se faisait le matin. Là, c'est les points que j'ai entourés en vert, alors qu'on aurait pu ouvrir de manière bien plus continue et régulière. Un point qui est à noter quand même, c'est que la température tend à augmenter avec les étages. C'est notamment marqué au rez-de-chaussée qui est beaucoup plus frais que les autres, mais on retrouve également que le R+1 est un peu plus frais que le R+2. Donc, ce qu'on peut retenir en termes de bonnes pratiques, c'est que des protections solaires mobiles sont obligatoires. C'est vraiment un point. Alors, au logement, on ne se pose pas trop la question, puisqu'en plus de se protéger du soleil, on veut de l'obscurité la nuit. Mais vraiment, il ne faut négliger aucune menuiserie, même les salles de bain, les cuisines. C'est très important d'en installer partout. Sur la façade sud, on peut mettre des casquettes fixes parce qu'on peut trouver un bon compromis entre la protection en été et les apports solaires en hiver. Ça réduit en fait l'impact d'utilisation des protections mobiles et donc les potentielles erreurs d'utilisation. Il faut, si vous livrez un bâtiment passif, mais c'est également valable dans les autres bâtiments, c'est qu'il faut sensibiliser l'utilisateur sur l'importance en fait de son comportement, même en intersaison. Faut pas attendre le dernier moment pour bien s'occuper de son appartement ou des bâtiments tertiaires. Et enfin, de manière plus anecdotique, dans la mesure du possible, il faut essayer de placer les appartements traversants au niveau supérieur et les appartements à simple exposition au rez-de-chaussée. En fait, l'idée, c'est de contrebalancer le phénomène d'inertie du sol et aussi de gradation de température avec la possibilité de ventiler la nuit, qui est bien meilleure pour les appartements traversants que pour ceux à simple exposition. Donc, pour continuer, je vais parler à présent des bâtiments tertiaires. Alors, contrairement aux bâtiments résidentiels, on a une occupation qui se fait principalement en journée. Et malheureusement, on a un effet de groupe qui est très important. Imaginez un bâtiment de 20 bureaux. Vous êtes dans votre bureau, vous baissez le volet, vous ouvrez les fenêtres quand il le faut, etc. Si les 19 autres personnes ne le font pas dans le leur, au final, vos efforts ils seront quasiment vains. Il va faire chaud dans le bâtiment. Et ça, c'est assez décourageant. C'est un des gros soucis qu'on retrouve dans cette typologie de bâtiment. On a également une faible implication des utilisateurs. Voilà, les gens sont dans le bâtiment pour travailler et pas forcément pour s'occuper des systèmes techniques. Et ça aussi, c'est un peu dommageable. Mais on va voir qu'il y a quand même des solutions qui existent. Alors, rapidement, un petit focus sur les protections solaires pour garantir un confort d'été un bon confort d'été dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments résidentiels. Le premier sujet, c'est la réduction des apports solaires. Donc, il faut des protections mobiles obligatoires, encore une fois, sur toutes les menuiseries.
Avant, Jean-Baptiste parlait des portes vitrées. Bah, clairement, le contrôle solaire, c'est une super solution. En fait, les charges en hiver et en été aussi, par application, sont tellement faibles que même une baie qui est non protégée, bah, ça peut fortement jouer en la défaveur du confort d'été. Donc, c'est important de tout maîtriser. Il faut imposer leur usage de manière impérative, même les week-ends. Attention à la tenue au vent. Par sécurité, ces protections mobiles peuvent se remonter en cas de vent fort. Ça peut être géré par une semi-automatisation, voilà, 1 à 2 descentes automatisées par jour, et ça évite d'avoir un week-end où les protections ne sont pas descendues. Un dernier sujet, en fait, c'est cette gestion de protection solaire vis-à-vis de l'usage. Les salles de réunion, maintenant le télétravail, les vacances, tous ces éléments, en fait, sont une source de risque pour la mauvaise utilisation de ces protections. Il faut faire attention, par exemple, voilà, une salle de restauration qui est occupée le midi et avec une exposition au final au soleil qui se fait que vers 16 heures, bah, les gens ne vont pas forcément penser à baisser les stores. C'est typiquement à ce genre de problème auquel il faut faire attention. Et donc, justement, après la théorie, un peu de pratique, je vais parler du multi-accueil de bulles. Donc, en fait, c'est un bâtiment en béton isolé par l'extérieur avec des protections solaires sur toutes les menuiseries. Vous pouvez voir sur la photo, donc en fait, ça, ce qu'on voit, c'est la façade ouest et on ne le voit pas très bien, mais en fait, au fond, sur la partie droite du bâtiment, il y a toute une partie des menuiseries qui ne sont pas protégées du soleil. Et ça, on va le voir que ça fait très mal pour le confort d'été. Alors, moi, j'ai instrumenté ce bâtiment, j'ai mis 3 sondes de température, une dans le local RAM. En fait, c'est une espèce de bureau qui est occupé de manière intermittente par un employé de la commune, la cuisine et en partie haute du plan, la zone d'activité principale. Donc, c'est les différentes salles d'activité, les salles de repos, etc. Alors, passons tout de suite aux résultats. Voici le graphe de température que j'ai pu relever dans le bâtiment. Alors, première conclusion, c'est que déjà, la température dans la salle d'activité est plutôt bonne. On varie, grosso modo, entre 25 et 27 degrés dans ce bâtiment, ce qui est quand même assez bon, hein, c'est à souligner, surtout que c'est un bâtiment avec beaucoup de charges internes, donc c'est quand même une gestion qui était assez bonne. Par contre, on voit clairement que là, la cuisine et le local RAM, eux, posent souci. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Je vous ai mis les jours de la semaine en partie basse du graphique. Donc, on voit que le vendredi après-midi, la température commence à monter dangereusement et ça se poursuit tout le reste du week-end jusqu'à atteindre près de 37 degrés après 3 jours. Alors, ça s'explique parce que les protections solaires n'étaient certainement pas utilisées. Voilà, le vendredi midi, les cuisiniers ils ont fini leur travail, ils rentrent chez eux. Voilà, le local RAM était manifestement pas utilisé non plus. La température, elle monte et on voit que le lundi, elle est évacuée par ouverture de fenêtres, certainement, mais qu'elle reste quand même très élevée, entre 27 et 30 degrés, ce qui est dommage parce que clairement, si on avait une meilleure maîtrise de ces apports solaires, on n'aurait clairement pas eu un problème pareil. Et donc ça se traduit du coup par un écart en fait entre l'utilisation de ces locaux et l'utilisation des protections solaires qui étaient décalées. Ce qu'on peut retenir vis-à-vis de tout ça, c'est que du coup des protections mobiles sont obligatoires sur toutes les menuiseries. Attention à la tenue au vent, comme je l'ai montré tout à l'heure, une gestion semi-automatisée, c'est un bon compromis et qui donne également sécurité. Il faut corréler l'orientation des vitrages et avec leurs usages pour éviter les petits soucis qu'on a vus sur les locaux occupation intermittents. La façade sud est vraiment propice aux protections fixes. Et bien sûr, là, ce n'était pas le cas ici, mais il ne faut pas oublier la végétation, c'est un super élément. Des arbres à feuilles caduques ne créent pas de pertes en hiver et en été protègent très bien du soleil, donc c'est vraiment très intéressant. Et en cas de manque de budget, on peut installer des voiles temporaires sur les vitrages qu'on met en intersaison, en avril par exemple, et qu'on démonte en octobre. Très rapidement, le free cooling doit être géré avec grande prudence. En fait, du fait des faibles écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur et des courants d'air engendrés, l'utilisateur ne se rend pas forcément compte qu'il rentre de la chaleur dans le bâtiment. Donc ça peut se gérer, par exemple, avec une sonde de température intérieure-extérieure qui, en fait, dit quand est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres ou les fermer. Chez nous, par exemple, on a une GTC qui nous envoie un mail à tous automatique
voilà, fermer les fenêtres. On sait qu'on doit fermer les fenêtres et la ventilation se met en route, la ventilation mécanique. Ça fonctionne très bien. Vraiment, c'est une super solution. Après, bien sûr, il faut les capacités techniques de le mettre en œuvre. Enfin, pour la ventilation nocturne, la ventilation mécanique, bien sûr, doit être généralisée. Si en cas de double flux, il faut un bypass dans la CTA afin d'optimiser le fonctionnement. Il faut faire attention de manière marginale à la régulation pendant les week-ends parce que quelques bâtiments n'avaient pas de free cooling la nuit, ce qui est vraiment dommage. Et également, il ne faut pas oublier de la ventilation naturelle avec des ouvertures protégées par des grilles, des puits intérieurs, etc., permet un résultat encore meilleur, mais qui sont malheureusement un peu plus difficiles à intégrer dans le bâtiment. Enfin, je vous ai présenté ici quelques pistes encore de systèmes non thermodynamiques pour garantir un bon confort d'été. Je parlerai notamment des ventilateurs plafonniers, qui est un super système, mais malheureusement pas assez vu. Également des revêtements extérieurs clairs pour améliorer le bilan radiatif du bâtiment, éviter d'avoir des bâtiments foncés qui vont en fait capter la chaleur en été et du coup favoriser les problèmes d'inconfort. Je vous remercie de votre attention et je n'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des questions. François, je te redonne la parole. Merci Marceau, c'était très clair. Merci beaucoup pour ce retour de terrain qui est toujours très éclairant et puis finalement aussi très humain. On voit bien que c'est souvent l'humain qui oublie quelque chose ou qui n'a pas signifié tel ou tel réglage sur un système. Je vous pose, Marceau, peut-être une question directement pour toi puisqu'elle est très simple. Une question de Caroline Nair. Aujourd'hui, les logements mono-orientés, donc les 1 pièce ou 2 pièces, les petits logements, déjà punis, je dirais quelque part, défavorablement, sont identifiés au nord. Avec les évolutions climatiques, pensez-vous que cette orientation nord sera toujours défavorable demain ? Selon vous, faudrait-il proscrire d'autres orientations sujettes à des forts ensoleillements ? Justement, en fait, la question, c'est sur les petits logements qui sont dans certains types de bâtiments plutôt relégués au nord, ce qui pourrait être considéré comme une orientation défavorable, mais peut-être au regard des apports solaires pour l'hiver. Par contre, si on se met dans le scénario confort d'été, avec le changement climatique, donc la personne demande si cette orientation nord est favorable ou pas, au détriment, donc, est-ce qu'il faut proscrire les autres orientations dorénavant? Merci François pour ces précisions. Clairement, je rejoins ce que tu dis. Pour moi, c'est même un argument. Le fait d'être placé au nord réduit très clairement le risque de surchauffe. Alors c'est sûr qu'en hiver, on va avoir moins d'apport solaire, on va tendance à consommer un peu plus de chauffage, mais je pense que le problème de notre siècle, il n'est pas sur la consommation de chauffage. C'est sûr que ce n'est pas à négliger. Clairement, si on fait un bâtiment passif, c'est également, et peut-être en première attention, pour la consommation de chauffage. Mais dans votre logement, vous allez consommer un peu plus. Mais si en été, vous avez beaucoup trop chaud, votre logement devient invivable, je pense qu'on n'aura rien gagné au débat. Donc, au contraire, orienter les logements mono-orientés plutôt sur la façade nord, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Très bien, merci. Si ce n'est que c'est difficile à ventiler parce que peu traversant, donc il y a peut-être quelque chose à imaginer pour pouvoir quand même les rafraîchir le soir. Souvent, c'est très difficile dans un collectif. Oui. Très bien, merci beaucoup Marceau. Vu l'heure qui tourne très très vite, je vais passer la parole à Arnaud Évrard. Arnaud, bonjour. Vous êtes architecte et ingénieur architecte belge de l'Université de Louvain, en tout cas avec un parcours tout à fait remarquable, d'abord en passant par l'association Construire en Chambre, dans lequel vous avez aussi tout de suite passé votre doctorat dans une cellule de recherche qui travaillait justement sur la régulation de la chaleur et de l'humidité en climat intérieur lié aux matériaux. Je résume très vite, une thèse, c'est pas fait en 3 mots. Vous avez aussi travaillé dans cette cellule de recherche avec le réputé professeur de Herd jusqu'en 2016. Et puis, vous travaillez après avec Martin Rauch. Donc, fait des expérimentations avec un architecte réputé et son entreprise Lehm to Erde, qui est donc dans le Vorarlberg en Autriche. Et puis, vous enseignez également à Zurich, à Saint-Gall. En tout cas, un parcours tout à fait complet et remarquable que vous allez peut-être développer un tout petit peu. En tout cas, je vous propose de prendre la main sur
sur le PowerPoint et puis dérouler votre travail qui traitera donc toujours du confort d'été, mais surtout lié aux matériaux. Donc cette physique des matériaux. À vous, Arnaud. Merci François pour cette introduction. Voilà, donc je suis très content d'avoir été invité aujourd'hui. Effectivement, l'idée c'est de parler du confort d'été, mais de me faire un focus sur les matériaux géo et biosourcés, donc c'est essentiellement la terre et tout ce qui est matériaux biosourcés. Et donc je vais montrer que en fait, je vais surtout me centrer sur la terre parce que je pense qu'il y a eu d'autres exposés qui parlaient des biosourcés, mais je trouvais ça intéressant de les mettre quand même ensemble parce que donc la terre pour moi c'est un matériau, donc il y a les aspects environnementaux, local, facilement disponibles, etc., mais qui a de très faible impact et qui permet d'être réutilisé à l'infini si on ne le stabilise pas. Tout ce qui est matériaux biosourcés, ils ont aussi généralement matériaux locaux, faible impact, mais qui permettent de stocker du carbone. Donc ces deux aspects de réutilisation et de stockage de carbone sont pour moi fondamentaux dans le développement de l'architecture d'aujourd'hui. Et je vais montrer qu'en plus, leurs propriétés apportent de grandes qualités par rapport au confort. J'ai mis une troisième image sur la réutilisation. Pour moi, c'est donc l'importance du choix des matériaux dans l'architecture durable est pour moi fondamentale et qu'on peut faire avec de la terre, on peut faire avec des biosourcés, mais on peut aussi faire avec des matériaux réutilisés. Ce n'est pas l'objet de la présentation, mais c'est fondamental de le dire. Je trouve que si on arrive à développer une filière de matériaux réutilisés, ça aiderait aussi beaucoup. Donc, les matériaux biosourcés, donc j'ai fait mon doctorat sur le chaux et champ, comme vous l'avez dit. J'ai fait une grande recherche sur la paille. Mais je pense que donc, ça a déjà été abordé dans d'autres recherches, donc je vais me centrer sur l'architecture de terre. Donc j'ai la chance depuis 4-5 ans de travailler avec Martin Rauch au Vorarlberg, donc essentiellement sur chantier. Je me suis passé de la théorie à la pratique, on va dire, à mettre en œuvre des matériaux de terre, essentiellement du pisé, et maintenant beaucoup de pisé préfabriqué. Donc je vais en parler après sur base de quelques exemples, mais je vais d'abord essayer de montrer l'intérêt sur le confort thermique. Donc, comme il n'y a pas d'autres présentations, si j'ai bien compris, sur la Terre, je me suis dit je vais quand même balayer pour des gens qui connaîtraient moins ces matériaux-là, les différentes techniques. Donc, la daube, vraiment une des techniques les plus répandues. C'est une technique simple, efficace, de briques non cuites, donc forcément non stabilisées aussi, qui est utilisée vraiment partout dans le monde. Donc, ça, c'est une des principales techniques. Le pisé, c'est donc la technique qu'on utilise aujourd'hui, qu'on remet à jour et qu'on remodernise, je vais dire, mais c'est une technique aussi millénaire qui s'est utilisée un petit peu partout dans le monde, consiste à mettre des couches de terre et les compacter dans un coffrage. La bauge, une technique très intéressante aussi parce qu'elle ne demande pas de coffrage et elle permet d'être faite avec beaucoup de types de terre différentes et souvent un ajout de fibres. Et donc, à peu près avec tous les types de terre, on peut arriver à faire ce genre d'architecture. Dans nos régions, l'Europe occidentale, je veux dire, on a beaucoup utilisé, on avait une ressource en bois, donc on faisait des structures en bois. Le remplissage se faisait avec un matériau de terre, donc type torchis, qu'on peut faire aujourd'hui avec du terre-paille, donc une version modernisée. Les briques de terre comprimées, donc qui sont très pratiques parce que c'est un format de briques, donc n'importe quel maçon peut maçonner ça. Elles sont souvent encore stabilisées. Mais bon, donc un matériau très industriel, je veux dire. Et puis tout ce qui est enduit d'argile, c'est pas un matériau de gros œuvre, on peut pas construire de bâtiments que en enduit, mais par contre, ça permet de faire des ambiances intérieures très confortables. Au niveau du confort général, je veux dire, je reviendrai sur ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment un petit panorama des techniques pour l'avoir dit, pour qu'il y ait une information plus générale sur la terre notamment. Et donc, ma présentation, je voudrais être sûr de ne pas dire, voilà, on met des matériaux géo ou biosourcés et on a réglé le problème des surchauffes ou de la durabilité du bâtiment. Ce n'est pas du tout ça. Donc, pour moi, ce graphique est très clair. C'est une vision très, très large. Donc, on essaie de protéger en bas à gauche de ce que le climat ou de ce que le contexte peut avoir de négatif. On se protège, donc on isole. Très bon exemple.
On essaie de bénéficier de ce que le contexte peut apporter de positif, donc les apports solaires. Donc ça, c'est les deux à gauche sont vraiment la lutte sur les économies d'énergie au niveau consommation opérationnelle, je veux dire. Et puis, en bas à droite, c'est éviter les impacts, effectivement. Donc, le choix des matériaux fait partie de ça aussi, le traitement des eaux aussi. Mais un aspect que je trouve vraiment important, et en fait, ça doit faire partie de notre réflexion de concepteur à tout moment, c'est d'essayer de dire qu'on peut aussi, nous, apporter quelque chose de positif. Donc, pas simplement essayer de réduire nos impacts et d'être moins mauvais, mais d'essayer d'être meilleur, en fait. Donc, justement, ne pas réduire la question de la performance énergétique et de la durabilité à la performance énergétique. On voit qu'on parle beaucoup de réduire le besoin en énergie, notamment l'énergie primaire spécifique. Et on la représente un peu comme un frigo, une machine à laver. Et donc, je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. On a vu justement la présentation qui précède sur comment arriver à des niveaux passifs. Donc, forcément, le niveau de l'enveloppe, la performance de l'enveloppe au niveau isolation, choix des vitrages, etc. Donc, le facteur G notamment, la lutte contre les ponts thermiques et l'étanchéité à l'air sont fondamentales aujourd'hui dans la réglementation et dans tous les labels qui se développent. Limiter les pertes d'énergie par la ventilation, donc notamment avec les doubles flux et les échangeurs de chaleur. Donc ça, on réduit très fort l'énergie opérationnelle et on peut compenser ces petits besoins qu'on aura encore par des apports solaires ou des apports en géothermie. Donc voilà, réduire l'énergie opérationnelle, il faut le faire. On a déjà été très loin, on est très bon en fait là-dedans. Mais ce n'était pas encore suffisant et je pense qu'il y a pas mal de présentations qui parlaient de l'architecture bioclimatique. Donc la cellule de recherche où je travaillais avant de venir ici en Autriche, architecture et climat, travaille sur donc, cette question de bioclimatique et j'aime bien ce graphique parce que ça montre bien que si on ne lutte que sur les performances thermiques, on va vraiment réduire le besoin en énergie au sommet de l'été, mais on n'a pas lutté sur les entre-saisons et on n'a pas bénéficié des apports gratuits qu'on aurait pu avoir. Et donc, en fait, l'idée, c'est de réduire la surface de cette courbe. Donc, c'est la partie en couleur qui est l'énergie qu'on doit consommer. Donc, réduire les périodes de surchauffe. Et donc, tout ça, l'inertie thermique, et donc on va voir l'apport des matériaux peut être d'une grande aide pour ça. Donc, il faut isoler, il faut faire attention à l'étanchéité à l'air, etc. Mais l'apport de matériaux comme la terre ou les biosourcés peut être vraiment intéressant pour aller encore plus loin. Bon, l'inertie thermique, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, vous avez compris, c'est comment stocker de la chaleur et éviter les pics de température directs, enfin instantanés, pour les déphaser dans le temps et n'avoir ces effets que plus tard et éventuellement même les restituer à un moment où on pourrait en avoir besoin. Donc, classiquement, ça va être un stockage journalier. On pourrait imaginer des stockages saisonniers. C'est pas vraiment ça que je veux dire. Mais ce qui est important, c'est aussi de se dire que cette inertie, elle va être utile ou efficace si en fait elle est isolée. Donc l'isolant en fait est complémentaire à l'inertie. Et cette masse thermique doit être activée. Donc il va falloir la charger, la décharger. Donc, je dis ça parce que l'une des forces des matériaux géosourcés et biosourcés, c'est cette inertie thermique qu'ils peuvent apporter. À côté de la régulation de l'humidité dont je parlais aussi. Mais donc, cette masse thermique ne sera vraiment efficace que si on arrive à l'activer, donc qu'elle puisse se charger et qu'on arrive à la décharger, notamment des systèmes de ventilation croisée, ventilation nocturne, comme on a vu dans les autres présentations. Donc, je me recentre un petit peu là sur l'échelle du matériau. C'est l'objet de ce que je vais dire. En essayant de passer en revue en fait quels sont les paramètres des matériaux qu'on a besoin pour comprendre en quoi ils sont bons en isolation ou en quoi ils seraient bons pour l'inertie thermique. Donc vraiment proprement thermique,
bon, la densité, la porosité, c'est des paramètres généraux. Et on voit qu'il y a la capacité thermique qui va être le paramètre de stockage de la chaleur et la conductivité thermique qui va être le paramètre de transfert. Et là, on voit que les matériaux, je ne sais pas si on voit ma souris, je pense que oui, que les matériaux géosourcés, ont en fait une capacité thermique, donc par kilo, elles ont vraiment une valeur très élevée. Donc on peut mettre par kilo, on peut mettre plus d'énergie dans des matériaux sources organiques que dans des matériaux minéraux. Donc ça va déjà être un premier atout que je vais essayer de développer après. Et la conductivité thermique n'est peut-être pas aussi basse que des isolants très performants type fibre minérale ou végétale, mais le bois massif ou le terre-paille ou le chaux et chanvre, etc., vont avoir des valeurs un peu intermédiaires. Même la paille n'a pas la valeur d'un isolant, est un peu plus élevée, mais elle reste dans des valeurs très basses par rapport à des matériaux purement inertie thermique, je veux dire, de béton, de pierre et donc, ils ont un comportement intermédiaire, notamment par rapport à leur stockage de chaleur et par rapport à leur manière de transférer la chaleur. Et que ces deux paramètres vont se combiner. Ici, je donne quelques valeurs. Donc, de nouveau, si j'essaie de me centrer sur les matériaux à base de terre, on a difficile parfois à trouver des paramètres. Donc, ici, j'ai remis un peu les différentes techniques avec quelles sont les valeurs de densité, quelles sont les valeurs de capacité thermique. On voit de nouveau ces matériaux minéraux sont autour de 1000, matériaux organiques presque à 2000. Donc c'est cette différence qui est importante par rapport à l'inertie thermique. Et la conductivité thermique où les matériaux plus lourds sont assez élevés, mais qu'on peut avoir des mélanges intermédiaires, je veux dire, comme le torchis ou la terre-paille qui ont des valeurs relativement intéressantes quand même. Et donc, c'est difficile en regardant ces paramètres qui sont statiques, en fait, qui sont des paramètres vraiment... c'est difficile de les interpréter en regardant l'ensemble de ces paramètres, en se demandant, est-ce que c'est un matériau qui est bien pour l'inertie ou pas. Et une astuce, je vais dire, enfin, des matériaux, des paramètres combinés, qui sont la diffusivité thermique et l'effusivité thermique, sont assez pratiques pour visualiser, disons, très rapidement. Et donc, j'explique très brièvement. La diffusivité thermique, ça serait en fait la vitesse à laquelle on peut arriver à augmenter la température d'un matériau avec une certaine énergie pendant un certain temps. La diffusivité, ça serait la quantité d'énergie qu'on doit lui donner pour qu'il augmente sa température. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est des matériaux qu'on peut charger de beaucoup d'énergie, donc il y a une grande effusivité. Mais par contre, on ne veut pas qu'ils soient trop vite chargés, trop vite déchargés, sinon on n'a pas cet effet de déphasage. Et donc, on veut être en fait en haut à gauche de cette courbe. Je pense qu'on ne voit pas ma souris, je ne vois pas bouger. On voudrait être le plus possible à gauche et vers le haut de ce graphique. Et donc, on voit que l'eau est en fait le matériau idéal pour avoir de l'inertie thermique. Maintenant, on ne fait pas de mur à eau. Ça a été fait, mais par contre, on voit que des mélanges intermédiaires, comme du terre-paille, comme du chauchan, du bois massif, ont en fait une valeur assez bonne en inertie parce qu'ils se chargent assez lentement et pourtant ont une valeur d'effusivité quand même relativement élevée. Donc c'est juste assez simplifié comme visualisation, mais disons que ça permet de comprendre un peu, indépendamment du fait de regarder simplement les paramètres séparément. À côté des transferts de température et des transferts et stockages de température, en parallèle, en simultané, je veux dire, il y a des échanges d'humidité qu'on néglige souvent dans des matériaux qui n'en ont pas beaucoup, des matériaux qui restent en fait très secs ou qui sont très fermés aux échanges d'humidité, donc en fait qui n'interagissent pas avec l'humidité. Mais dès le moment où on est dans des matériaux comme le bois massif, la terre-paille, le chaux-chanvre, les enduits à la terre, etc., les effets d'échange d'humidité deviennent en fait très, très importants. Et donc, c'est dû, les paramètres, on voit ici, les deux premiers sont les paramètres de stockage, c'est lié à la courbe de sorption. Le stockage d'humidité est très élevé dans des matériaux de ce type, donc ils sont capables de stocker une très grande quantité d'humidité. Et puis, les deux autres paramètres, qui sont les paramètres de transfert de vapeur et d'eau liquide,
en général, ils sont assez ouverts à la diffusion de vapeur, donc permettent un passage assez facile de vapeur et assez ouvert, je veux dire. Et ils ont un transfert d'eau liquide assez important aussi. Donc, tout ça fait qu'ils ont une grande capacité à stocker l'humidité et une grande facilité à échanger cette humidité, un échange assez rapide. Donc, là, c'est la courbe de sorption. Tous les matériaux ont une courbe de sorption, mais les matériaux biosourcés, géosourcés ont une courbe particulièrement élevée par rapport à des matériaux de type de briques, de type béton, de type enduit plâtre, etc. Et ça va être une de leurs grandes forces, surtout combiné à leur transfert. Donc, juste ici, pour dire qu'on mélange souvent on parle de transfert d'humidité, en fait, il y a vraiment les transferts de vapeur, les transferts d'eau liquide qui sont distingués. J'ai vu quelques graphiques de WUFI, donc ce n'est pas aux intervenants qu'il faut expliquer ça. Je pense qu'ils le savent bien, mais ce n'est pas toujours dans les commandes des mortels, ce n'est pas toujours très clair. C'est deux phénomènes vraiment très différents. La diffusion de vapeur, donc elle s'exprime par le facteur de résistance à la diffusion, qu'on essaie d'avoir le plus ouvert possible pour avoir un matériau ouvert à la vapeur. Alors, c'est peut-être pas toujours ce qu'on veut, mais quand on veut un matériau qui est capable d'échanger la vapeur assez vite, on a besoin de matériaux très ouverts à la vapeur. Et on voit que les matériaux comme du matériau à base de terre sont réduits, en très faible valeur. Et donc ça, c'est intéressant. Par rapport au transfert d'eau liquide, là, c'est plus complexe à expliquer. Mais en fait, lui-même, c'est un phénomène, il y a deux phénomènes combinés. Donc, le fait d'absorber l'humidité quand l'eau est présente, la pluie par exemple qui touche un mur ou le matériau est trempé dans l'eau où il y a une source d'humidité liquide, l'absorption qui est relativement rapide et puis la redistribution, c'est une fois que le matériau est mouillé, que ce soit par condensation, parce qu'il y a eu de la pluie ou des choses comme ça, l'humidité dans le matériau va se redistribuer et ça, c'est un phénomène beaucoup plus lent. Donc, ces deux phénomènes se combinent. Je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Et de nouveau, les matériaux biosourcés, géosourcés ont des phénomènes de transport d'eau liquide très importants par rapport aux matériaux classiques, je veux dire, du bâtiment. Donc, c'est un parallèle avec ce que je disais sur la thermique. La diffusivité thermique, ce serait la vitesse à laquelle un matériau pourrait augmenter sa teneur en eau. Et l'effusivité, c'est la quantité d'humidité qu'il faut lui donner pour augmenter sa teneur en eau. C'est un peu plus difficile à visualiser, mais en fait, de nouveau, on voit que le chaud-chanvre qui est là tout en haut, j'ai un problème avec mon écran, mais vous devez normalement voir un point en haut, plus ou moins au milieu, qui est le chaud et chanvre. Et donc, c'est un matériau qui est capable de capter énormément d'humidité par rapport à d'autres matériaux et qui, en plus, ces échanges se font assez vite. Alors, d'autres paramètres, parce que c'est en fait ça le problème, c'est qu'on a difficile à quantifier. On entend souvent que c'est des matériaux qui sont capables de réguler l'humidité ou réguler la chaleur, mais on a peu de valeur. Et donc, moi, c'était un peu ça mon travail, je veux dire, dans mon ancienne vie, avant d'être sur chantier. C'était de trouver ces paramètres. Et un paramètre que j'ai vraiment trouvé très intéressant et qui vient en fait de cette école, je veux dire, de dynamique, vraiment de mettre les matériaux, solliciter les matériaux dans des conditions dynamiques. Et ici, c'est un test un peu standardisé où on soumet l'échantillon à des chocs, je veux dire, d'humidité, de passer de 70 à 80% d'humidité à 30% d'humidité, un petit peu comme si le matériau était, ça représenterait la nuit en hiver, on est à l'intérieur, on dort, on produit de l'humidité, et puis pendant la journée, on chauffe et le bâtiment est assez sec. Et donc on regarde en fait la courbe bleue, quel est l'écart entre l'absorption et la redistribution de l'humidité, combien d'humidité il est capable d'échanger. Ce moisture buffer value donne vraiment une bonne idée de comment le matériau va se comporter par rapport à cette régulation d'humidité. On voit la courbe ici rouge, qui est un enduit en terre. Les valeurs sont énormément plus élevées que les matériaux classiques, enduit plâtre ou béton, etc. Pas grand-chose de plus à dire. Donc, ça s'exprime en général donc, par cette valeur moisture buffer value, où on peut estimer que quand la valeur est en dessous de 1, le matériau n'est pas
excellent. Quand la valeur est entre 1 et 2, le matériau est bon. Et si la valeur est au-dessus de 2, on est vraiment avec un très bon matériau. Ici, on voit le bois massif un peu au-dessus de 1. Alors, ça dépend évidemment des sources. Les valeurs varient un petit peu. Les matériaux ne sont pas toujours exactement les mêmes. Mais donc, on voit bien le plâtre, le béton, etc. se retrouvent avec des valeurs assez basses. Ici, on ne voit que le bois massif qui est très élevé. Et sur ce graphique-ci, on voit le chaux-chanvre, des genres de terre-chanvre, terre-paille. Ils sont tous presque à 2. Donc, vraiment une valeur très, très intéressante. Comme le seraient les fibres de bois, etc. Si j'ai un autre graphique où je montre les valeurs pour la paille, par exemple, la deuxième, straw, on voit qu'elle a aussi des valeurs très intéressantes, comme les fibres de bois, comme les fibres de lin ou de chanvre, etc. Le problème, évidemment, c'est que c'est des matériaux qui ne vont pas rester apparents à l'intérieur. Et donc, c'est plutôt les paramètres de l'enduit qu'il faut prendre. Et donc, pour ça, les enduits terre. Donc, on revient à ça, ce sont vraiment des matériaux très intéressants. Ici, j'ai mis 2 enduits terre pour montrer qu'aussi, ce n'est pas n'importe quel enduit terre. Il y a des enduits terre qui sont formulés ou adjuvantés, etc., et qui perdent un peu cet effet de régulation de l'humidité. Donc, c'est l'argile pure qui est intéressant. Dès le moment où on le stabilise, où on l'adjuvante, on peut perdre cet aspect-là. Donc là, un peu pour l'anecdote, dans mon doctorat, j'ai développé un autre paramètre qui est l'équivalent du moisture buffer value, mais en thermique. Donc en dynamique, c'est un paramètre dynamique où on sollicite le matériau en dynamique et on lui donne de la chaleur et puis on la reprend. Donc c'est comme si pendant la journée, on ouvre les fenêtres, la nuit, la température chute et la journée, on a chauffé. Et donc combien d'énergie le matériau est capable d'absorber. Et de nouveau, en fait, on voit que avec des matériaux géosourcés et biosourcés, on est avec des valeurs assez intéressantes. Alors, je ne vais pas trop commenter pour ne pas prendre trop de temps, j'ai un petit peu trop de slides. L'intérêt de faire des calculs dynamiques, notamment pour tout ce qui est problème de condensation, de séchage, etc., est fondamental pour ces matériaux-là notamment. Et ce que j'ai pu observer, c'est que du fait de ces échanges de chaleur et d'humidité combinés, en fait, on peut observer aussi des effets de chaleur latente dans ces matériaux. Et que globalement, pour faire très simple, et c'est beaucoup plus complexe que ça évidemment, et c'est assez difficile à prouver ou à quantifier, globalement, les matériaux vont avoir tendance à se charger d'humidité en hiver. Donc, les murs en matériaux de ce type vont se charger d'humidité en hiver. C'est des condensations, si on veut, mais ce n'est pas très grave parce qu'elles sont capables de se ressécher en été. Et donc, ce buffer, disons, entre l'hiver et l'été va provoquer qu'en hiver, le mur va avoir tendance à se chauffer parce qu'une condensation implique en fait un dégagement d'énergie. Et puis en été, le matériau, le mur va se sécher, cette humidité va se libérer et cette évaporation va rafraîchir le mur. Donc, on est toujours dans le sens du confort. Comme je dis, c'est difficile à quantifier, c'est sans doute pas significatif, mais ça va toujours dans le sens du confort. Donc, ils apportent, même au niveau des effets de chaleur latente, aussi un intérêt au niveau du confort. Donc là, je passe juste en revue quelques projets, juste un petit peu pour montrer que c'est des matériaux modernes, notamment donc, ce qu'on fait ici en Autriche avec Martin Rohr, c'est du pisé généralement préfabriqué. C'est un matériau contemporain, moderne. On peut faire une architecture qui est belle, qui est performante. Ce n'est pas les matériaux du passé et durable dans le sens du temps, mais aussi dans le sens des effets sur l'environnement. Donc, la maison de Martin Rohr, un projet absolument à découvrir si vous ne le connaissez pas, où 80% des matériaux qu'il a utilisés sont du site même. Donc, la maison est essentiellement construite avec la terre qu'il y avait en dessous. Ça permet de faire des ambiances, donc une architecture de qualité au niveau du confort, mais aussi, je ne peux pas en parler ici, mais confort acoustique, confort olfactif, confort visuel, et j'en passe. Et donc là, bon, pour vous montrer, là, ce qu'on a pour le moment comme un nouvel outil, c'est une halle de préfabrication. On est capable de produire des éléments préfabriqués de plusieurs tonnes. Ici, c'est l'exemple à Darmstadt du bâtiment de Alnatura, où on a assemblé, on a mis en place 400 éléments de 5 tonnes, 4,5 ou 4 tonnes et demie, où donc qu'on empile, qu'on préfabrique, qu'on laisse sécher et puis qu'on met en place. Alors il faut retoucher les joints, mais donc ça donne des murs massifs en pisé qui sont relativement, je veux dire, abordables.
avec ici, dans ce cas-ci, la particularité d'avoir dans la couche de pisé intérieure un système de mur chauffant, et dans la couche extérieure, un système d'érosion contrôlée, donc des freins à l'érosion, parce que vous avez vu qu'il n'y a pas de toiture débordante du tout. Et entre les deux, un isolant, donc là c'est du verre cellulaire en granules de Misapor. Et donc on pise, donc on compacte toutes ces trois couches ensemble, et ça nous donne des éléments monolithiques avec isolant intégré. Donc on obtient des valeurs thermiques relativement intéressantes. Et donc ça, c'est les joints à l'érosion, donc avec des joints à la chaux qui permettent d'éviter l'érosion. Et encore juste 2 slides pour parler d'une autre technique qu'on utilise et que je trouve fascinante, que j'ai découvert. Personnellement, je ne la connaissais pas. C'est les dalles en pisé. Et donc là, c'est un projet où on a fait 400 mètres carrés de dalles en pisé dans un bâtiment, dans une église, donc à Nuremberg, et qui permet vraiment de faire donc ces dalles sans joints, qui, au niveau de la texture, s'adapte parfaitement au bâti ancien. Au niveau des détails aussi, donc on peut vraiment moduler la forme et s'adapter complètement au patrimoine bâti. Et ça donne de nouveau des qualités visuelles et esthétiques importantes. Donc, en plus d'avoir toute cette performance sur les impacts environnement et le stockage de CO2. Donc voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, on peut encore beaucoup évoluer, mais la technique est là et en fait, on peut juste activer les connaissances qu'on a déjà pour déjà aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà, pour la petite anecdote, la formation que je donne à Zurich se centre sur les matériaux de terre biosourcés et matériaux réutilisés. Donc, je vous propose d'aller voir notre site internet si ça vous intéresse. Merci bien. Merci Arnaud pour ce déroulé et bravo surtout pour avoir tenu le timing. On est juste à 3 minutes de la fin de la session. C'était pas évident comme sport. En tout cas, bravo. Et je crois que tu as réussi à éclairer un sujet qui est quand même assez complexe. Et la qualité des graphes est quand même assez explicite aussi. Donc bravo. On pourrait inviter Marceau à poser quelques sondes et suivre un peu l'évolution des températures et de l'hygrométrie dans ces bâtiments-là. Je pense que ça pourrait faire avancer le monde. C'est déjà fait, je ne sais pas. En tout cas, les humains qui vivent dedans n'ont pas l'air de se plaindre. C'est déjà un signe qui est pas mal, je trouve. Mais pourquoi pas, pour essayer de confirmer des choses par le chiffre ou par la courbe. Souvent, c'est mieux compris, mieux partageable que par le ressenti. En tout cas, je regarde vite le chat. Il n'y a pas d'autres questions, a priori, à moins qu'elles arrivent encore en fin de session. Il va falloir conclure, donc je ne sais pas comment conclure sur tous ces sujets-là. Donc je me suis noté rapidement que dans l'ordre des choses, il y a d'abord à considérer pour les bâtiments de demain, donc ils doivent appréhender le problème de confort d'été. Considérer un contexte ou fabriquer un contexte de pied d'immeuble ou de contexte urbain ou paysager favorable. Ensuite, traiter bien sûr un bâtiment avec tous les intrants de la bioclimatique, ne plus faire autrement. Ça doit être une règle numéro 1 dans première année d'architecture ou de n'importe quelle école d'ailleurs. Ensuite, 2, la solarisation, comment on pose et on quantifie les vitrages ou les baies et comment on les protège. Donc des protections différentes de façade en fonction de la course solaire, mais peut-être aussi des protections tout simplement mobiles. Ça a été évoqué, c'est tout à fait polyvalent et ça fonctionne très bien quand on s'en sert correctement au bon moment. Ensuite, l'inertie et la perspirance, si c'est le mot qui va bien, de façon à rendre actifs et vivants ces murs. Et donc là, il y a essentiellement les matériaux géosourcés, biosourcés qui vont œuvrer. Je dis pas que l'inertie, on ne l'a pas avec du béton, mais on n'aura peut-être pas la perspirance, etc. Ensuite, permettre la ventilation nocturne, quelle que soit l'orientation du bâtiment. Donc la mono-orientation s'interroge beaucoup. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais architecturalement parlant, on peut peut-être inventer quelque chose là, ou des tours. Ça existait dans le bâti des années 60-70, des tours, les ventilations naturelles dans les hauts bâtiments. Ceux que tu as montré, Jean-Baptiste, tout à l'heure, ils sont ventilés naturellement initialement et ça a marché pendant 50 ans, sans courant électrique. Donc ventilation nocturne assistée, naturelle assistée, peut-être un peu le sujet, mais la double flux fonctionne, mais c'est un peu high-tech, et il faut que ce soit très bien entretenu.
Constructive partagée. Ça, l'autre sujet, c'est peut-être celui-là qu'il faut encore travailler un petit peu. Il y a eu une petite sonnerie, donc j'imagine qu'il est l'heure, dernière minute. On remercie les interprètes. C'est Carmen et Théa, c'est ça, et Caroline. Merci beaucoup pour ce suivi. Merci Marc pour la technique. Et puis, ma foi, bon week-end à tous, bonne fin de congrès, il est pile poil à 17h. Merci Arnaud, merci Marceau, merci Jean-Baptiste. À très bientôt, en vrai. Merci François.